Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous souhaiter une très belle année. J'espère que vos fêtes se sont déroulées dans la douceur, entourées de ceux que vous aimez. Et si, cette année, vous étiez seul, sachez que je vous envoie toutes mes bonnes ondes, avec l'espoir que les mois à venir soient remplis d'abondance et que vos projets trouvent enfin leur chemin. Je reprends aujourd'hui là où je vous ai laissé il y a 2 semaines. Merci d'ailleurs de m'avoir laissé le temps, ce temps nécessaire pour me concentrer pleinement sur la correction du livre. La relecture est désormais terminée. Le tome 1 de Sable et de sang est toujours disponible sur Amazon et j'ai également terminé donc la relecture du tome 2. Il se trouve maintenant entre les mains de ma meilleure amie qui, si le temps lui permet, car elle a un enfant de 3 ans, effectuera une 3e relecture. Et c'est dans la nuit, au milieu des lumières scintillantes, entouré de personnages irréels et fantastiques, incarnations vivantes des rêves des enfants, que l'on se retrouve. Momo, bien sûr, s'est immédiatement lié d'amitié avec une petite fille présente dans la plaine de jeu ce soir-là. C'est ensemble que nous avons admiré la parade électrique du parc. Les lumières, brillantes de 1000 feux, m'ont profondément marqué. Cette profusion de détails me nourrit. J'aime la manière dont les couleurs se répondent, s'entrelacent. J'ai l'impression de voir des étoiles défiler devant moi, des étoiles qui se reflètent dans les yeux de ma fille. Et je sais, à cet instant précis, que ce sont des images qui nourriront son imaginaire et son regard artistique pour longtemps. Je suis toujours touchée par les efforts déployés par les artistes pour faire vivre l'esprit de Noël dans le parc, même si j'étais un petit peu déçue au début. Le sapin en particulier m'a marqué. Orné d'orange, de rouge, de vert, de jaune et de bleu, surplombé de magnifiques couronnes de fleurs qui semblaient tapisser le ciel de la rue principale. J'avais l'impression de marcher dans une véritable forêt de lumière. Le lendemain matin, depuis notre chambre d'hôtel, la mer nous salue. Le soleil est déjà là, illuminant la ville de reflets chauds. Vous le savez, j'utilise depuis un moment les culottes menstruelles de chez Evenco, qui est le sponsor de cette vidéo. Ce sont des culottes qui remplacent complètement les serviettes et les tampons. Pas de fuite, pas d'odeur, jusqu'à 12 heures de protection. Et surtout, on peut tout simplement les laver en machine. Pendant des années, j'ai utilisé des protections jetables, notamment des serviettes en papier. Et honnêtement, ça ne me convenait pas du tout. Il y avait des odeurs très fortes, une sensation vraiment désagréable et surtout ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Mais à l'époque, je ne connaissais pas vraiment d'autres options. Aujourd'hui, on a accès à des alternatives qui fonctionnent vraiment bien. Les culottes menstruelles, mais aussi les serviettes lavables, par exemple. Et dès que j'ai commencé à les utiliser, j'ai immédiatement senti une différence dans mon hygiène intime. Le fait de savoir qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, ou en tout cas beaucoup moins de substances problématiques, a vraiment changé mon rapport à mes règles. Déjà, ce que j'ai trouvé particulièrement marquant par rapport aux protections classiques, c'est le côté très simple, on les lave en machine tout simplement. Ce n'est pas un gouffre financier. On n'est plus constamment en train de se demander quand il faut racheter des protections combien ça va encore coûter ce mois-ci. Et surtout, on sait ce qu'on porte. C'est du tissu. La composition est claire. Depuis que j'ai fait ce changement, je me sens beaucoup mieux, y compris d'un point de vue de mon équilibre hormonal. Et ça, pour moi, c'est loin d'être un détail. Avec ces culottes menstruelles, j'ai jusqu'à 12 heures de protection, une technologie anti-fuite, une vraie tranquillité d'esprit. Je peux les porter même la nuit sans problème. Elles sont totalement invisibles sous les vêtements, il n'y a aucune odeur pendant la journée. Ce que j'aime particulièrement avec Evenco, c'est la finesse et l'efficacité de leurs culottes. On a vraiment l'impression de porter une culotte classique. L'absorption est impressionnante, on reste au sec, sans aucune sensation d'humidité. On se sent bien maintenu, c'est confortable et surtout invisible sous les vêtements. Honnêtement, je trouve que ça change la vie. Une fois qu'on a testé, on ne revient pas en arrière. Si vous ne connaissez pas encore, je vous recommande vraiment d'essayer. En termes de confort, c'est tellement mieux. On se sent plus à l'aise, plus en confiance qu'avec n'importe quelle autre protection. Evenco est en plus une marque française qui utilise du coton bio super doux et ce sont les mieux notés sur Trustpilot. Et en plus, c'est une marque française. En ce moment, c'est les soldes chez Evenco. Il y a jusqu'à moins 60% sur tout le site. Et avec mon code LEVENT, vous avez 10 € offerts sur la commande. Le lien est en description. Nous montons dans la navette pour cette dernière journée passée avec ma fille. Il y a beaucoup de monde, mais nous faisons preuve de patience. Momo, elle, est même montée plusieurs fois seule sur une attraction. Mon cœur n'était pas suffisamment accroché pour la suivre autant de fois. Elle a donc emprunté la file Single Rider, ce qui signifie qu'elle monte seule, sans devoir attendre comme tout le monde. Nous flânons ensuite à travers les boutiques, observant les personnages emblématiques du parc, réinterprétés à travers les objets à leur effigie.
Toujours cette profusion de lumière, de reflets sur le verre et le cristal, de très beaux objets. Je trouve que Disney a réussi quelque chose d'assez particulier, ne pas être uniquement une marque pour enfants, mais aussi un univers capable d'illuminer des objets pensés pour les adultes. Nous traversons ensuite le parc du Moyen-Orient. Très chouette. On doit traverser par là, je pense. Je sais pas comment on sort. Pour rejoindre le voyage au centre de la Terre. 皆さんこんにちは。センターオブジアースへようこそ。時間のある方は乗り物に乗りやすい方、妊娠中の方、そういったご利用により悪化する恐れのある。船長から安全に関する注意がある。走行中は立ち上がったり、手や足を乗り物の外に出したりせず、子供からは目を離さない。Ce jour-là, de nombreuses collégiennes encombraient les allées, nous bloquant parfois le passage. Je le savais pas encore, mais il paraît que c'est devenu un sujet problématique dans le parc. Car beaucoup d'entre elles ne seraient même pas en réalité des collégiennes, et elles viennent ici seulement pour se prendre en photo. Sous le regard presque attendri des pigeons installés sur les décorations du parc comme s'ils avaient élu domicile, nous dégustons des churros au chocolat et du chocolat chaud. Nous en avions sincèrement besoin, il faisait très froid ce jour-là. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur le parc parce que je pense que vous connaissez déjà et que ça ne vous intéresse peut-être pas davantage. Mais nous sommes tout de même allés admirer le magnifique sapin trônant devant la Tour de la Terreur sur la place new-yorkaise de Disney-Sea. Momo n'a pas particulièrement aimé l'association des couleurs, mais moi je reste irrémédiablement attirée par ce qui brille. Les allées étaient également décorées par les petits personnages de Duffy and Friends. Ils sont, je pense, totalement inconnus en France, dites-moi si je me trompe. Il s'agit pourtant d'une franchise Disney, même si ça ne saute pas aux yeux. Créée dans un but purement marketing, elle a complètement échoué en Occident, en France comme aux États-Unis. Mais elle connaît au Japon un succès absolument démesuré. Le soir venu, nous avons eu la chance d'assister au feu d'artifice dans le quartier principal devant le lac surplombé par le volcan. Juste avant de rentrer à l'hôtel, le ciel nous a offert ce moment. Dans la navette, Momo s'est amusée avec la petite caméra que sa tante lui a offerte. Un nouveau moyen d'expression que je trouve profondément fascinant. J'avais presque oublié ce que c'était de rire aux éclats de la sorte. Elle me rappelle chaque jour ce que signifie se laisser aller, créer, oser être ridicule et comprendre que ce n'est pas grave, que le ridicule n'a aucune importance, même si... Je pense que vous en doutez, c'était pas vraiment ce qui me tenait le plus à l'esprit, mais je pense plutôt à ces moments d'abandon total où je me sens en parfaite osmose avec elle. Ces moments me ramènent à un âge où le seul souci est de trouver le visage le plus absurde possible face à une caméra. Plus rien ne compte, plus rien n'est important. De retour à la chambre, nous mangeons. Maman, je ne le vois pas bien. Ah, ok. Ça s'est appelé. Oui. Maman, non, what? On a fait que bouffer aujourd'hui, j'ai l'impression. On n'a pas mangé blindé aujourd'hui. Bah, c'était bon. Hein. Et le lendemain matin, nous nous retrouvons à nouveau. Papi kapushi pou, bisha chouchou, pipa papa, pipa pou, pipa pou, papi chouchou, pipi. Cette fois, Moshi est avec nous, lui qui n'avait pas pu profiter du parc a tenu à se joindre à nous pour une dernière sortie en famille.
Il porte son costume car il devra ensuite se rendre au travail. Et de toute façon, tu dois mettre ton iPad quelque part. Il est où ton GPS? On y va. Papa. On y va. Mais nous prenons le temps de longer les rayons des magasins d'occasion, où nous croisons encore des poupées de Duffy. L'ours de Disney, vous pouvez le constater, est absolument partout, même si l'on ne devinerait pas forcément qu'il s'agit d'un personnage Disney. Nous nous rendons ensuite au parc Lego pour quelques activités. Le Japon n'a pas inventé le concept, mais il l'a transformé. Il a rendu lisible, reproductible et naturel. À l'origine, l'idée vient plutôt d'Occident dans les années 1960, où on voit apparaître des lieux où l'on ne se contente plus de regarder, mais où l'on participe. Aux États-Unis, par exemple, il y avait l'Exploratorium, ouvert en 1969 à San Francisco, qui proposait déjà une approche très différente, toucher, expérimenter, comprendre par le geste. Mais tout ça, ça restait encore assez marginal à ce qui paraît. Et le Japon a joué un rôle primordial dans le tournant de la vague Lego. En 1990, Tokyo ouvre Sanrio Puroland. Il n'y a pas de montagne russe, il n'y a pas de sensation forte, mais c'est un univers intérieur immersif dans lequel j'ai jamais été d'ailleurs. Et en 1999, ça c'est quelque chose dont Mohi me parle tout le temps et veut absolument y aller avec Poipois. Il y a Kidzania, qui est un concept simple et radical. Les enfants y jouent des métiers. Le Japon installe quelque chose de très précis, des expériences courtes à l'intérieur, pensées pour s'insérer dans la vraie vie. Et dans ce contexte, les parcs Lego prennent tout leur sens. C'est là qu'on y voit les Legoland Discovery Center qui s'y développent. Je sais qu'ils existent en Belgique et aux États-Unis également, mais c'est un modèle qui fonctionne particulièrement bien ici parce qu'il épouse parfaitement la culture japonaise. Le respect du geste, la valeur du temps calme et l'apprentissage par la répétition que vous savez que je prône particulièrement. Alors, le parc d'expérience n'est pas né au Japon, mais le Japon est le premier pays à en avoir fait un modèle culturel stable, d'après ce que Mohi me dit. C'est grâce à ça que dans le pays, on a complètement pu relancer la vente des Lego. Voilà, je trouve que l'anecdote est un petit peu intéressante. Nous allons manger des takoyaki à Odaiba. Cet endroit s'appelle le Takoyaki Museum. C'est pas vraiment un musée malgré son nom, c'est plutôt une rue intérieure, recréée à l'ancienne, consacrée entièrement au takoyaki. Ces boulettes de pâte garnies de poulpe originaires d'Osaka. Ce qui est intéressant, c'est que ce lieu ne met pas en avant un stand en particulier, plusieurs enseignes emblématiques plutôt, qui représentent chacune une interprétation différente du takoyaki. Et ça, c'est très japonais. Ici, on ne cherche pas le meilleur, on cherche la justesse du geste, on se retrouve dans ce dont on parlait pour les Lego, et la fidélité à une tradition. Le décor raconte une histoire, une ambiance rétro, presque nostalgique, inspirée du Japon des années Showa. On a l'impression de marcher dans une rue du passé, alors que pourtant on est dans un centre commercial ultra-moderne, sur une île artificielle. Nous profitons encore un peu de l'esprit de Noël sur le pont. Le lendemain, direction mon cours d'animation où j'apprends à dessiner des personnages en mouvement en train de courir. Plus tard, le voyage continue. Mohi a absolument voulu nous emmener à Yaizu pour passer Noël. C'est vrai que je fais ça.
C'est mon travail, ma fille. Tu sais ça? C'est montrer le Japon que les gens... Oh my God. Je vous ferai une vidéo sur la chaîne principale pour vous montrer l'hôtel très particulier dans lequel nous avons passé le réveillon. Mais pour l'instant, nous visitons un marché aux poissons où il est possible de déguster directement ce qui est vendu sur les étals. Nous goûtons du maguro et du saumon. Oui, je sais que le maguro c'est du thon et pas du saumon. Et nous visitons les lieux, réputés également pour le katsuo. Je fais la petite blague en parlant du thon parce que dans la dernière vidéo publiée sur YouTube, je me suis trompée. J'ai montré des gros thons en les appelant des gros saumons. Pourtant, je sais très bien que maguro c'est du thon, vous vous en doutez. Mais je sais pas pourquoi je confonds toujours chaque fois que je veux dire thon. En français, je dis toujours, mais toujours saumon. Et ma fille fait pareil à cause de moi. Alors que je sais très bien que c'est du thon. Je sais pas quel souci neurologique j'ai à ce niveau-là, je suis désolée. Merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à moins 60% sur tout le site. Et avec mon code LEVENT, vous avez 10 € offerts sur votre commande. Lien en description. En tout cas, voilà comment s'est déroulée cette semaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis très heureuse de ce retour sur les réseaux. Vous m'avez manqué pendant ces 2 semaines. Mais grâce à votre patience, votre gentillesse et votre bienveillance, j'ai pu avancer énormément sur mes projets. Merci du soutien.